et on accueille maintenant Noémie Dubrac, Marie-Charlotte Favre, Claire Faucheux, Bérénice Ranc pour vous présenter GeoBAPA. Vous saurez tout sur cette démarche, sur ces référentiels. Bienvenue mesdames. Donc normalement nous devrions avoir Noémie Dubrac et Marie-Charlotte Favre en visio avec nous. Bérénice, vous êtes chef de projet traçabilité fonds pédo-géochimique à Sol Tracing. Bienvenue également à Claire Faucheux, vous êtes consultante environnement en géostatistique et chez Géovariance. Et alors, oui, elles sont là, formidable. Alors, qui est Noémie? Vous me faites un petit signe. Noémie Dubrac, voilà, chef de projet SSP au BRGM. Et Marie-Charlotte Favre, vous êtes également chef de projet à BG Ingénieur Conseil, l'un des partenaires. On voit votre logo depuis le début de la rencontre au bas de cet écran. Une vingtaine de minutes pour présenter GeoBAPA. Vous allez voir, ça va être très concret et vous allez tout comprendre de ce projet qui est désormais le vôtre. C'est à vous, mesdames. Alors, je vais commencer, si vous m'entendez bien. Oui. Je vais vous présenter, à travers cette courte présentation, le contexte qui nous a amené à proposer et à réaliser ce projet. Donc, l'origine du projet est partie d'un constat. Donc, je ne sais pas si vous voyez notre PowerPoint. C'est que... Il va arriver à l'écran. On peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît? Merci. Je vous en prie, allez-y. Produit en France chaque année vient du domaine du BTP. Et que parmi ces déchets du BTP, 93%, donc c'est-à-dire presque la totalité des déchets, est considérée comme inerte chimiquement. Et si on regarde à un niveau de détail encore supérieur, on s'aperçoit que les terres excavées représentent 3/4 de ces déchets inertes issus du BTP. Donc au final, les terres excavées correspondent à la moitié des déchets produits en France chaque année. Donc ça fait à peu près un volume de 150 millions de tonnes. Donc une fois cette analyse de volume réalisée, il est légitime de se demander ce que deviennent ces terres, une fois excavées. Donc d'après les dernières études du CGDD, un quart d'entre elles est directement réemployé sur le site producteur, donc c'est pas un déchet. Et les autres terres donc, sont évacuées hors du site producteur. Elles peuvent être valorisées, donc soit en réutilisation de chantier à chantier, soit recyclées pour un autre usage, soit utilisées en remblaiement de carrière. Et sinon, elles peuvent être stockées en ISDI, donc en installation de stockage de déchets inertes, ou alors passer par des filières de transit, donc qui peuvent être des déchetteries ou des installations de collecteurs. On constate donc sur ce graphique que la valorisation de chantier à chantier est seulement de 18%. Or, on sait, en comparaison avec d'autres pays, qu'elle pourrait être bien supérieure. Donc, les guides de valorisation hors site en projet d'aménagement proposent une méthodologie pour garantir l'absence d'impact environnemental et sanitaire lors des opérations justement de valorisation de chantier à chantier et qui permettent de respecter 3 critères dont on a déjà un petit peu parlé et surtout du premier qui est le maintien de la qualité des sols du site receveur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 2 autres critères à respecter, les critères de préservation de la ressource en eau et aussi le critère de compatibilité sanitaire des terres d'apport avec l'usage futur du site receveur de ces terres justement. Donc, les guides, j'ai pas fini avec la diapo précédente. Donc, les guides proposent une démarche à 3 niveaux. Donc, le premier niveau propose des seuils nationaux qui vont garantir le maintien de ces 3 critères. Si une substance dépasse le seuil, il est possible de passer au deuxième niveau qui propose, en plus de seuil libératoire, l'utilisation de valeurs de fonds pédogéochimiques qui correspondent aux valeurs du territoire régional. S'il y a encore un dépassement des seuils, à ce moment-là, on peut passer au troisième niveau qui va réaliser une étude au cas par cas pour vérifier le respect de ces 3 conditions. Et notamment, il faudra regarder la qualité du site receveur pour vérifier le maintien de la qualité du sol. Et donc, c'est dans la méthodologie de ces guides que s'inscrit le projet GeoBAPA, qui propose des valeurs de fonds pédogéochimiques afin de garantir le maintien de la qualité du sol à une échelle régionale. L'objectif du projet est d'obtenir une meilleure connaissance de la qualité chimique du sol et d'obtenir des valeurs de fonds pédogéochimiques du bassin parisien, avec 3 enjeux. Le premier, c'est de sécuriser et de favoriser la valorisation hors site des terres excavées en apportant justement ces valeurs de fonds pédogéochimiques. Le deuxième enjeu, c'est de diffuser un référentiel opérationnel public
notamment via le site via le site Infoterre du BRGM. Et le troisième enjeu, c'est de faciliter l'interprétation des diagnostics environnementaux. Donc ce projet a été mené depuis 2016 par un consortium qui est composé de 5 partenaires, donc le BRGM, Soil Tracing, Géovariance, Esiris et BG, avec un montant de 1,1 million d'euros subventionné à plus de 60%. Nous avons également bénéficié de la contribution de 5 maîtres d'ouvrage qui nous ont fourni leurs données disponibles. Et au niveau des phases, donc nous avons commencé en 2016 avec l'établissement de la méthodologie, puis une phase terrain qui a commencé par une phase pilote, puis un déploiement interrégional avec le traitement des données également. Et enfin, depuis 2020, nous en sommes à la phase de diffusion des données et des résultats. Donc voilà pour le contexte du projet GeoBAPA. Très bien. Alors, on va enchaîner maintenant sur la méthodologie et puis vos premières expériences pilotes que vous avez mises en place. Donc on va vous présenter tout d'abord la démarche d'établissement de ces fonds pédogéochimiques qui s'est faite en plusieurs étapes. La première étape a été de diviser le territoire en entités a priori géographiquement cohérentes. Et ce découpage s'est fait sur la base de 2 critères. Le premier critère qui était l'usage, donc qui oppose par exemple les terrains urbains à tout ce qui est rural. Et puis un critère sur la géologie. Et donc en croisant ces 2 critères, ces 2 familles de critères, on aboutit à 30 entités géographiques cohérentes sur l'ensemble du territoire. Et donc pour chacune de ces entités, on va maintenant regarder les données dont on dispose et les analyser pour aboutir à l'établissement de valeurs de fonds. Pour celles et ceux, excusez-moi, qui nous rejoignent, hein, on est sur le périmètre Île-de-France-Normandie. Hein, oui, c'est le terrain de jeu sur lequel vous avez travaillé. Hein. Donc, pour établir ces valeurs de fonds, il nous fallait des données. C'est là qu'entrent en jeu beaucoup les contributeurs qui ont pu nous fournir un grand nombre de données avec 6000 échantillons récoltés grâce à eux. Et puis, cet échantillonnage a été complété dans le cadre du projet avec plus de 1200 échantillons collectés sur l'ensemble du territoire, donc avec un échantillonnage construit de manière à échantillonner l'ensemble de nos entités géographiques cohérentes. Au total, on a donc environ 7500 échantillons qu'on a pu analyser pour établir ces valeurs de fonds. La grande première étape, c'est tout ce qui a été consolidation des données et contrôle de la qualité de nos données, puisqu'on a de multiples sources de données et une des premières vérifications à faire, c'est où se trouvent ces données et est-ce qu'on a des problématiques particulières sur celles-ci. Le premier tri qui a été effectué, ça a été de ne pas considérer les échantillons avec des profondeurs supérieures à 10 mètres qui n'entraient pas dans notre périmètre d'étude finalement. On s'intéresse au premier mètre de sol et donc on n'a pas pris en compte les échantillons profonds dans l'établissement de nos valeurs de fonds. Ensuite, on a une problématique sur les échantillons pour lesquels on n'a pas pu mesurer une valeur. On s'intéresse plutôt à des valeurs faibles et donc ça arrive souvent que les laboratoires finalement ne puissent pas donner une valeur numérique, mais on a seulement une valeur inférieure à une limite de quantification. Donc on a toutes ces problématiques-là à gérer également. Et la problématique des anomalies, puisque finalement on a des données de multiples sources qui normalement ne sont pas issues de sites et sols pollués, mais on se retrouve quand même avec des valeurs un peu trop élevées pour être considérées comme des valeurs de fond. Donc il y a eu un retour à la donnée, et en particulier pour les données GeoBAPA, un retour aux fiches terrain pour arbitrer et savoir si on conservait ces échantillons pour l'établissement des valeurs de fond. Les valeurs de fond qu'on définit sont une quantité statistique au final, qui est la vibris supérieure, qui est présentée juste ici. Donc ça, c'est l'établissement général. Qu'est-ce qu'on considère comme critère? Ensuite, on a analysé nos données dans le but de vérifier si au sein de ces entités géographiquement cohérentes a priori, on avait effectivement des données homogènes ou s'il y avait encore des facteurs de variabilité. Et donc on a pour ça utilisé une analyse de variance avec différents paramètres comme la lithologie, la profondeur ou l'usage particulier pour chacun des échantillons. Au final, le critère principalement retenu, ça a été l'opposition remblai versus terrain naturel.
Et donc, les jeux de valeurs de fonds qu'on va vous présenter reposent sur ces critères-là également pour chacune des entités cohérentes. Grâce à ça, on aboutit à la définition de valeurs de fonds pédogéochimiques avec 36 jeux de valeurs différents qui couvrent ces 30 EGC avec une répartition du coup entre terrain naturel et remblai. Quand on regarde ces 36 jeux de valeurs obtenus, on s'aperçoit quand même qu'il y a une certaine homogénéité et qu'il y a finalement des jeux de valeurs qui sont proches les uns des autres. Et donc on va opérer une dernière opération qui a été une fusion pour les valeurs de fonds pédogéochimiques qui se ressemblaient. Et donc pour vous donner un exemple, voilà la carte à gauche des entités agricoles et forestières. Au départ, on a du coup 9 entités qui différenciées, sauf qu'au final, toutes ces entités sont associées à des valeurs très faibles de fonds pédogéochimiques et en fait aux valeurs de niveau 1, donc aux valeurs nationales. Donc toutes ces entités-là, finalement, elles vont pouvoir être fusionnées, ce qui simplifie grandement déjà l'approche et fait sur ces entités-là qu'on a 85% du territoire finalement au niveau 1, qui est le niveau national. Donc on opère ces fusions-là par rapprochement statistique et au final, du coup, on ne travaille plus avec nos 30 EGC de départ, mais on obtient finalement uniquement 15 zones qui vont être les zones sur lesquelles on va définir nos valeurs de fonds. Très bien, très, très clair, de l'art de la méthode, hein, c'est important. Et donc, on débouche sur des référentiels que va maintenant nous présenter Marie-Charlotte Favre. C'est à vous, Marie-Charlotte. Oui, alors, on a obtenu 15 zones. Donc, pour une zone, on a un jeu de données. Si on peut faire apparaître le PowerPoint, ce serait top. Voilà, et donc vous avez 2 cartes. Une carte pour tout ce qui est terrain naturel, où on a défini 6 zones, et une carte avec les terrains remblayés, où on a défini 10 zones. Et sur ces zones, vous avez une zone, la zone 2, où il va y avoir un jeu de valeurs qui va aller aussi bien pour des terrains naturels que pour des terrains remblayés. Ces 2 cartes sont en fait compilées et présentes sur le site Infoterre. Donc, sur la section sites et sols pollués, vous pourrez aller voir la cartographie et pour chaque zone sera associé le jeu de valeurs de données que vous pourrez retrouver. En ayant identifié votre site receveur, par exemple, vous pouvez directement aller rentrer la localisation sur Infoterre et connaître du coup son jeu de valeurs. Vous aurez aussi à disposition sur Infoterre une notice d'utilisation intégrée qui permet de vous donner comment utiliser ce référentiel et qui vous présente aussi tout le tableau de valeurs que nous verrons ensuite sur les valeurs de fonds pédogéochimiques. Maintenant, comment utiliser en fait ces cartes? Vous êtes un site producteur. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est des terrains naturels ou est-ce que c'est des remblais? Si vous êtes sur des terrains naturels, vous allez regarder la qualité de vos sols, donc les analyses que vous avez faites sur vos sols, et regarder si c'est compatible avec au moins une des 15 zones définies dans le jeu BAPA. Si ça ne l'est pas, vous êtes niveau 3 ou alors il faut trouver une autre voie de valorisation ou d'élimination. Si vous avez trouvé une zone et que cette zone correspond à des zones de valeur naturelle, alors à ce moment-là, il faut identifier votre site receveur et vous pourrez réutiliser ces terres. Si vous n'identifiez pas de site receveur, il faut trouver une autre voie de valorisation. Si vous avez des terrains naturels, mais que vos valeurs sont conformes à une zone dite remblai, il faut identifier un site receveur avec la présence avérée de remblai. Le projet GeoBAPA n'a pas été de définir les zones remblayées et les zones non remblayées, mais de définir des valeurs de fonds pour une zone et de différencier les remblais et le terrain naturel. Donc là, il faudra identifier bien qu'il y ait bien la présence de remblais dans votre zone. Et si c'est le cas, alors vous pourrez réutiliser vos terres, et sinon, ce sera le niveau 3 ou une autre voie de valorisation et d'élimination. Maintenant, si vous êtes un site producteur et que sur votre site, vous avez des remblais,
Alors là, il faudra comparer votre jeu de données avec les valeurs de fond pour qu'elles correspondent à au moins une des 10 zones de GeoBAPA. Et à ce moment-là, vous arrivez à une identification d'un site receveur avec la présence avérée de remblais. Voilà, maintenant je vous présente le tableau des résultats concrètement. Donc vous avez tous les éléments traces métalliques, les PCB, les HAP et les HCT sur votre gauche. Et puis en haut, vous avez les 15 zones qui ont été définies avec la particularité soit naturelle, soit remblai. Tout ce qui est en noir correspond aux valeurs de niveau 1 des terres excavées. Et tout ce qui est en bleu correspond à des valeurs plus élevées et donc un potentiel de réutilisation des terres excavées. Si par exemple, si par exemple vous avez des terres qui ont un impact plus élevé, par exemple en HCT, alors là vous regarderez les zones 6 à 15 par exemple, où vous avez des valeurs de fond plus élevées que le niveau 1 pour les HCT. La carte suivante nous présente en fait justement ce potentiel de réutilisation. Toutes les valeurs qui sont supérieures au niveau 1, elles représentent 15% du territoire et elles sont au niveau des zones périurbaines, urbaines et des vallées. Donc, c'est des zones qui sont à fort enjeu en termes de gestion des terres excavées. Et du coup, c'est là où on a des besoins. Cette dernière diapo, en tout cas pour ma part, vous fait un point de vigilance parce que sur une même zone géographique, il peut y avoir deux jeux de valeurs. Un qui va correspondre à des valeurs naturelles et l'autre à des valeurs de remblai. Et c'est bien pour ça qu'il va falloir s'assurer que sur votre site receveur, soit c'est des terrains naturels, soit c'est des remblais. Et à ce moment-là, soit vous pourrez utiliser la valeur de fond de la zone 10, soit la valeur de fond de la zone 11. Merci beaucoup. Alors, pas mal de questions. Continuez à nous les envoyer. On va terminer avec vous, Bérénice Ranck, sur on va se pencher sur le potentiel de réutilisation et puis vous dire aussi comment cet outil et cette démarche vous appartiennent maintenant. Je vous en prie. Merci Jean-Michel. Donc nous allons terminer cette présentation en vous montrant les résultats d'une analyse de données issue de près de 1000 chantiers localisés principalement en Île-de-France, mais également en Normandie. Ces données ayant été collectées dans un but d'identification des filières de stockage ou d'élimination des terres à évacuer. Donc sachant que là, on a effectué une sélection complémentaire où on a récupéré uniquement l'échantillon pour lesquels on disposait de l'analyse des éléments traces métalliques sur brut, des CEHV et des HCT C5, C10, sachant que il est important de préciser que ces trois substances sont obligatoires pour pouvoir évaluer le potentiel de réutilisation des terres. Donc ça représente finalement un peu plus de 50% de l'échantillon. Et donc si on regarde maintenant la qualité de ces terres, alors on s'aperçoit que la majorité d'entre elles portent soit un impact organique ou soit sont riches en sulfate. Donc c'est pour 40% pour chacune de ces parties. Donc maintenant, si on s'intéresse au potentiel de réutilisation de ces terres en tant que telles, on peut voir que finalement, une petite proportion seulement d'entre elles sont directement réutilisables sur l'ensemble du territoire français, donc qui ne dépassent pas les seuils de niveau 1 tels que décrits dans les guides de valorisation. Mais que si on passe sur une démarche de niveau 2 avec l'application des seuils GeoBAPA, alors on va augmenter un petit peu ce potentiel. On va l'augmenter jusqu'à 10% donc sur les terrains naturels. Donc là, si on peut voir sur l'histogramme qui est à votre droite, ce sont les zones GeoBAPA en vert, donc 2, 3, 4, 5 et 10. Et ce potentiel de réutilisation peut augmenter jusqu'à 17% si on réutilise sur terrain remblayé. Donc là, ça va être les zones en bleu. Donc on a finalement une multiplication par 2 du potentiel en utilisant les seuils GeoBAPA. Donc là, ça reste quand même des potentiels qui sont relativement bas. Donc on a pris une autre hypothèse qui est de dire, ces terres-là, à la place de les réutiliser directement, on va d'abord leur faire subir un traitement, donc afin de dégrader les composés organiques, donc soit sur site ou soit en plateforme de traitement. Et une fois ce traitement-là, on cherche à les réutiliser, sachant que cette fois-ci, on n'est plus uniquement sur une problématique d'éléments traces métalliques. Et donc on augmente effectivement le potentiel de réutilisation donc à 16% sur l'ensemble du territoire français,
avec une nouvelle fois un facteur 2 en passant à la démarche de niveau 2 avec les seuils GeoBAPA. Là, on va pouvoir réutiliser jusqu'à 24% des terres sur terrain naturel ou presque 50% sur terrain emblayé. Enfin, un dernier petit niveau d'analyse aussi qu'on a effectué, parce que donc là, on sait bien que la réutilisation des terres va principalement concerner les terres inertes. Donc là, on a uniquement fait le travail sur les terres inertes. Donc là, ça représente 70 chantiers avec un peu plus de 100 échantillons. Et donc là, on retrouve un peu ce potentiel de 18% de réutilisation des terres inertes sur l'ensemble du territoire français. Et si on applique cette fois-ci, donc les seuils GeoBAPA, on va pouvoir réutiliser jusqu'à 30% des terres sur terrain naturel ou même atteindre 61% sur terrain emblayé. Donc là, on a cette fois-ci une multiplication du potentiel par 3 en utilisant GeoBAPA. Et donc là, on parlait uniquement donc, de potentiel en termes de volume. Donc on a essayé de retranscrire ça en termes économiques, donc en estimant le gain apporté par la réutilisation par rapport aux filières classiques de stockage et d'élimination. Donc sachant que les coûts de réutilisation seront toujours plus faibles que ceux d'entrée en ISDI, ISDI+, TN+, donc c'est Terre Naturelle+, et Biocentre. Et donc là, si on reprend les 3 scénarios dont je vous ai parlé, donc si on prend le premier scénario avec réutilisation des terres directement sorties de chantier, on va avoir une diminution des coûts qui va pouvoir atteindre 14% maximum. Donc c'est déjà bien, c'est pas non plus élevé, mais c'est aussi fortement corrélé au potentiel de réutilisation qui est faible. Par contre, si on regarde un peu les 2 autres scénarios, donc les terres traitées soit sur site ou soit en sortie de plateforme, ou les terres inertes, alors on va pouvoir avoir une diminution des coûts qui va varier entre 10 et 30%. Donc là, on est tout de suite déjà sur des taux un peu plus intéressants. Voilà, c'est fini pour nous. On va pouvoir prendre les questions. Merci beaucoup. Alors en deuxième partie, juste après la pause, travaux pratiques. Alors, une série de questions. Ne faut-il pas sortir de la définition de terre inerte qui est un prisme problématique ? Il me la prend celle-là. Vous avez 2 heures. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui. Tout à fait. C'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant avec les guides de valorisation. Le problème des terres inertes, c'est une question qui s'est posée au moment pour les décharges, en fait. C'est pour les installations de stockage de déchets inertes. C'est pour ça que ces seuils ont été créés. Et la seule question qui se pose avec ces terres inertes, c'est l'impact sur la ressource en eau. Or, en l'occurrence, nous, on a vu qu'on a 2 autres critères, l'impact sanitaire et le maintien de la qualité des sols. Et pour ces 2 critères-là, on ne va pas pouvoir regarder uniquement des analyses sur ELUA, donc vis-à-vis de la ressource en eau, mais il faut également regarder les caractéristiques des terres sur ce qu'on appelle du brut, donc en contenu total. Et donc, du coup, on va devoir faire plus d'analyses que des simples analyses sur ELIA, les terres inertes. Donc, du coup, on va aussi regarder les critères bruts. Donc, c'est vraiment très important et il faut vraiment dissocier la démarche valorisation de terre de la démarche élimination. Merci. Alors, on voit dérouler les dessins de Schwartz. Merci. Alors, je ne sais pas, vous êtes organisatrice, Bérénice. On pourra les avoir, les dessins aussi ? Ah oui, Ouais oui, totalement. vous pouvez les utiliser, mesdames, messieurs. Oui, on va vous les fournir avec plaisir. Oui. Top. Alors, autre question. J'ai pas mal de questions autour des composés organiques. Pourquoi vouloir éliminer les composés organiques ? Est-ce que ça ne peut pas aider à reconstituer vous me l'avez enlevé la question, donc j'ai plus la fin. Là, vous pouvez me la remettre, s'il vous plaît, en régie. Elle était intéressante, cette question. Vous pouvez me la remettre ? Bon, voilà. Donc, je reprends la question. Pourquoi vouloir éliminer les composés organiques ? N'est-ce pas eux qui peuvent aider à reconstituer un sol fertile ? Allez-y, Bérénice. Non, Oui. Où ? Ouais, alors là, on parle de composés organiques volatiles ou des hydrocarbures ou des choses comme ça. On parle pas de matière organique. C'est peut-être ça à préciser. Oui, c'est ça. Là, on parle de l'élimination, donc des composés qui portent quand même, qui ont un risque, qui portent un risque important. Donc là, sur les COHV, ils vont pas participer à la fertilité des sols. Les HAP non plus, et les C5, C10 non plus. Thomas vous demande des précisions sur un mot qui claque au Scrabble, les vibrisses intérieurs.
Ah, ça c'est pour Claire. Vous nous la refaites? On l'a refait. Alors, j'avais pas trop détaillé volontairement pour pas vous embêter avec tous ces termes. Donc, en fait, on a un ensemble d'échantillons qui n'ont pas tous la même valeur, du coup, forcément, sur un territoire. Donc, finalement, ce qu'on appelle la boîte à moustaches là, que vous avez vu tout à l'heure, c'est une façon synthétique de représenter l'ensemble des valeurs sur un territoire. Et on va prendre un critère qui est une des quantités sur cette boîte à moustaches, qui est la vibrise supérieure, donc la moustache supérieure de la boîte, finalement, qui est basée sur un calcul de quantile. D'accord. Si Bon, peut aider. on traite encore rapidement 2-3 questions, il y en a nombreuses. Donc, dès lors qu'on respecte les seuils définis par les référentiels, pas besoin de caractérisation avant de les réutiliser. Question de Paul. C'est ça, oui. Il faut respecter donc l'intégralité des seuils, sachant qu'il y a un point important qui est beaucoup remonté, c'est que ça n'exclut pas l'identification d'autres substances qu'on appelle un peu substances exotiques. Donc à partir de moment, donc ça c'est des choses qu'on évalue, qu'on réussit à identifier lors des études historiques, lors des diagnostics préliminaires au niveau du site producteur. Mais si de telles substances exotiques ne sont pas identifiées et qu'on a un respect des seuils sur l'ensemble des substances donc obligatoires selon les guides et substances exotiques, alors on peut réutiliser dans les conditions aussi très particulières des guides. Il y a des conditions de réutilisation assez précises. Donc Samuel en parlera un peu plus sur de la table ronde numéro 2. Allez, une dernière question pour cette session. Ne peut-on pas donner encore plus d'importance à la géologique plutôt qu'à des analyses en laboratoire? Je vais peut-être prendre la parole, mais Allez-y. la géologie a été quand même prise en compte puisque lorsqu'on a formé les entités géographiques cohérentes, la géologie était vraiment prégnante dans le choix des entités. Donc du coup, effectivement, la géologie a vraiment été prise en compte. Et là où il n'y a pas eu de sondage, forcément la géologie a été prise en compte puisqu'on se base sur la géologie et l'usage. Merci beaucoup. Juste après la très courte pause, nous nous retrouverons pour découvrir des applications de ce référentiel. 3 exemples, 3 territoires concrets, retours d'expérience intéressants.